Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission du TN Show. Aujourd'hui, comme vous en avez l'habitude, on se retrouve dans une émission hebdomadaire. Aujourd'hui, on a décidé de faire évoluer le format pour aller vers un format beaucoup plus court. On va faire une vidéo de 15 minutes maintenant, désormais, et chaque semaine, et ça c'est la nouveauté, on va traiter de chaque semaine, de chaque thème, c'est-à-dire de l'automobile, du cinéma, de la politique et du sport. Et donc, on s'est tous répartis ces domaines. Mathias et Tom vont vous parler de sujets automobiles. Tom interviendra des fois sur le cinéma aussi quand il y a de l'actualité dans ce domaine. Alan va quant à lui vous parler de l'actualité sportive. Et puis moi, je garderai l'actualité politique. Voilà, donc on a innové. Je tiens à vous dire aussi que désormais, les vidéos sortiront le lundi soir à 18 h au lieu du vendredi soir à la même heure. Donc soyez au rendez-vous tous les lundis soirs à 18 h. Voilà, je vous laisse avec le générique et puis ensuite, bien sûr, comme d'habitude, le début de l'émission. Et on va commencer tout de suite avec la rubrique automobile. Je me permets de commencer vu que le temps m'est compté. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, nous traitons chacun une problématique. Pour ma part, on en a confié deux. Vous parlez du cinéma et de l'automobile et de la moto un petit peu, en lien avec mon frère Mathias pour la deuxième problématique. Je vous informe que pour le thème du cinéma, je ferai en fait simplement des revues de films 2 fois par semaine. Aller au cinéma, ça a un coût que moi je peux pas toujours me permettre 1 fois par semaine d'aller au cinéma. Et l'actu du cinéma, je pense que c'est les films qui sortent, les films qui sont à l'affiche, à l'écran, pourquoi pas aussi parfois un petit peu divaguer, parler d'autres choses. Et donc aujourd'hui, je vais me concentrer à vous parler d'un salon de la moto qui se tient tous les ans, qui s'appelle l'ECMA. Je ne le traduis pas en italien pour ne pas crisper vos oreilles, mais ça signifie Salon de la moto de Milan. C'est un salon moto où les constructeurs dévoilent les nouveautés ou les renouvellements de cette année. Ce salon existe depuis plus de 100 ans. Le premier salon a eu lieu en mai 1914. Le but pour les marques est d'étaler leur savoir-faire en termes de production d'engins, mais aussi pour les accessoiristes moto et les équipementiers de présenter des nouveautés et des innovations, principalement dans l'optimisation des motos, échappement, carénage, freinage et j'en passe. Ces années, de nombreuses marques sont présentes, Honda, Kawasaki, Yamaha et Suzuki pour les japonaises, Ducati, KTM, Triumph et MV Agusta pour les européennes. Pour ne donner que quelques chiffres de 2022, vu qu'on n'a pas encore les chiffres de 2023, il y a eu à peu près 1370 marques présentes sur ce salon, venant de 45 nations différentes et plus de 35 000 professionnels du secteur étaient présents. Le salon ne communique plus vraiment les chiffres parce que c'est vrai, l'affluence a baissé depuis les belles années avant 2018. Maintenant, on va s'amuser à un petit jeu pour que ce soit un peu plus interactif avec vous. Je sais qu'on n'est pas tous des spécialistes moto, mais je vais vous montrer ici, vous le verrez en image, nos chers téléspectateurs, des motos que je leur montre et ils vont donner leur avis sur 3 motos, 2 européennes et une japonaise. Donc on va commencer avec une KTM 990 Duke qui s'affichera à l'écran. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Le design un petit peu, c'est la première moto que vous voyez. Qu'est-ce que vous en pensez? Le design, je le trouve plutôt bien.
Après avoir avec le confort au niveau de la selle, Mm. le passager m'a l'air très proche quand même du conducteur. Et puis ça rapproche. Et puis on voit beaucoup le moteur. Il y a moins de, on va dire, de cache au niveau du Ouais. moteur. Moi j'aime bien vu que ça c'est un roadster. En fait le but c'est une moto basique, classique qu'on vend un petit peu comme la mienne. C'est une moto bien pour commencer qui a souvent, les KTM sont réputés pour leur châssis, leur freinage et leur partie cycle. Ici c'est une moto très légère, je crois qu'il fera à peine 180 kg tout plein fait pour autour de 120 chevaux. Donc la puissance en général d'un Renault Espace familial si on veut, mais dans une partie cycle de moto. Donc maintenant on va passer à la deuxième moto. Ici c'est un monocylindre de type super motard. C'est une innovation vraiment très intéressante. J'aurais aimé en parler un peu plus mais c'est pas possible. C'est une Ducati 698 monocylindre. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Elle est très belle pour ma part, je la trouve vraiment magnifique. J'y connais rien honnêtement. Mais donc je vais pas me est-ce que prononcer. t'aimes si... Moi j'aime pas les motos, non, j'aime pas les motos, mais oui, c'est le rouge va bien, mais honnêtement, j'y connais rien. Moi je suis plus voiture et Porsche notamment. Alan. Pour moi, c'est une bonne moto pour la route. Après, ça a à voir pour les déclinaisons, notamment pour les compétitions de cross. Oui, non, sinon je peux pas décrire le truc. Tu vois. Il y aura pas de déclinaison de cross, je pense pas. C'est vraiment orienté route. Parce que ça fait vachement motocross quand Ah oui, même. oui, et, c'est dérivé. En fait, c'est une base de motocross. Enfin, c'est l'idée du super motard, mais là, c'est super motard, c'est des motos enduro cross mis sur la route. Et Thomas, qu'est-ce que t'en penses? Elle est assez belle. Et c'est du KTM, putain. À son, mais oui, le design est bien et ça amènera de nouveau un peu de fraîcheur dans ce marché-là, parce que c'était surtout beaucoup 2 ou 3 constructeurs qui s'étaient engouffrés là-dedans. Ça a promis d'être intéressant. Ok, dernière moto, c'est une Honda CB1000 Hornet. Toutes les images que j'ai prises sont libres de droit, on pourra vous les afficher, il n'y a pas de souci. Ici, pour un petit info, Honda est un constructeur vraiment basique dans ses motos, mais c'est le plus grand vendeur au monde. Il propose des motos plutôt simples, plutôt basiques, avec un caractère moteur plutôt neutre, mais des parties cycles souvent très bonnes, aucun souci de fiabilité. Ici, on note que vous savez pas trop, mais elle a un peu la tête d'une Panigale, d'une Street Fighter V4, et plutôt et aussi un petit peu on remarque une tête de Z1000, Kawasaki Z1000 pour les puristes qui connaissent. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu là? Pour moi, pour ma part, je trouve qu'il y a un regard assez agressif quand même au niveau de la moto, et il y a un travail qui a été fait notamment sur les finitions et les couleurs. Il y a une belle ligne, moi je trouve. Ouais, elle est jolie Elle est belle. Pour ceux qui suivent le tennis, vous n'êtes pas sans savoir que Novak Djokovic a remporté la finale du Rolex Paris Master contre Grigor Dimitrov. En effet, si vous suivez un peu le tennis, vous n'êtes pas sans savoir que Djoko a remporté le 7e titre au Rolex Paris Master dimanche 5 novembre. Après une finale largement dominée face à Grigor Dimitrov, 6-4, 6-3, Novak Djokovic a encore subjugué les spectateurs par sa maîtrise des événements malgré une condition physique altérée cette semaine par un virus gastrique. Le résultat final n'a rien de surprenant sur le papier, mais il est encore hors norme dans la réalité puisque Djoko était loin d'être à 100% de ses moyens. Il a d'ailleurs dit « C'était une semaine très éprouvante », a-t-il confessé dans une conférence de presse. « J'ai dû gérer un virus gastrique qui m'a vraiment coûté en énergie, mais je ne sais pas comment je suis parvenu à trouver ce petit plus quand j'en avais le plus besoin. Quand j'étais proche de la défaite jeudi, vendredi et samedi, vu ce qu'il s'est passé ces 6-7 derniers jours, cette victoire est l'une des plus spéciales de ma carrière en Master 1000. Elle a plus de poids et de valeur à ce stade de ma carrière. Chaque victoire compte double désormais. » Cette victoire s'est vue enfin également félicitée par Boris Becker, son ancien coach, qui a mis sur Instagram une story avec une photo montrant Djoko et disant en anglais, que je vais vous traduire en français, « Bravo au royaume ». J'avais parlé que Boris Becker est maintenant l'entraîneur depuis peu de Holger Rune. Et en fait, on verra aussi, j'en avais déjà exprimé, enfin je l'avais déjà dit dans une autre chronique, mais le principal objectif de Djokovic lors de cette fin de saison,
c'est bien sûr de gagner la Coupe Davis avec l'équipe de Serbie. Voilà, on va passer maintenant. Vous avez remarqué, on n'a pas fait de transition, mais que Tom nous a quitté, il avait un empêchement urgent. On va passer à la rubrique automobile, la deuxième, celle de Mathias. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une norme qui effraie tous les passionnés d'automobile, comme moi et peut-être comme vous. Ce jeudi 9 novembre, le Parlement européen a voté la norme Euro 7. C'est une norme qu'on voit depuis très longtemps sur certaines voitures. Ça permet de réduire leur impact écologique, réduire les émissions de CO2 au maximum et de également oxyde d'azote, ou plus communément appelé NOx, qui sont très fréquents sur les moteurs aujourd'hui de par leur faible cylindrée, le downsizing, les moteurs turbo, voilà. Et du coup, cette norme a pour but de diminuer au maximum le réchauffement climatique que subit notre planète. Alors moi, je vais me concentrer sur la partie automobile, mais sachez que cette norme s'applique également en moto, sur les camions, les engins de chantier, foreuse, pendeuse, bulldozer, il y a tout le monde qui y passe, même les bateaux, tout le monde y passe. À voir si les avions y passent aussi, mais j'imagine qu'il y a des normes aussi comme ça. Alors cette norme, qu'est-ce qu'elle prévoit? Et voilà, cette nouvelle norme Euro 7, elle prévoit d'augmenter la capacité à pouvoir éliminer le CO2, le NOx, les hydrocarbures brûlés avec des FAP, ou plus communément appelés filtres à particules, des catalyseurs également qui vont filtrer la sonorité, tout ce qui est émission de CO2, de NOx, et le FAP énormément, lui va réduire surtout le bruit énormément et également les particules de NOx. Et une dernière chose, il y a également le système SCR, ou plus communément appelé AD et Blue, qui permet dans une certaine mesure de réduire drastiquement avec le FAP les émissions de NOx. Et ce que craignaient les constructeurs automobiles, c'est une hausse des prix de leurs modèles existants. On parlait d'une augmentation de tarifs hors malus écologique. Bon, c'est pour les gros véhicules de 60 000 €, voilà. Ils craignaient une augmentation du budget de leur voiture entre 750 à 2500 € avec tous ces nouveaux systèmes. Mais heureusement, la norme a vraiment fait baisser ça. La norme qui est passée en vigueur verra le coût de ces véhicules à peu près augmenter entre 250 et 450. Est-ce que ça nous réjouit? Certains, oui, parce que bon, forcément, il faut qu'on se tourne vers l'avenir, il faut penser différemment, le covoiturage, moins polluer, trouver de nouvelles solutions. Alors ça en attriste certains parce que ça étouffe énormément de bruit, donc ça gâche certaines sensations automobiles, mais bon, c'est comme ça, on peut y remédier encore un petit peu avec des échappements sport sur certains modèles, ou des modèles très limités comme certains gros préparateurs, et voilà. Et également, ils l'ont bien appelé l'objectif principal. C'est pas cette norme Euro 7, un minimum quand même, parce qu'il faut y penser, mais c'est surtout leur objectif principal, c'est de faire en sorte qu'en 2035, ce qui a été annoncé, il n'y ait plus aucune voiture thermique qui soit vendue. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette norme, les gars, vous? Rapidement, hein. Je suis pas forcément très le plus gros des écolos, mais c'est une bonne avancée. Après, à voir sur la mise en application ce que ça donnera au niveau du coût des véhicules aussi, et puis des performances. Je trouve que c'est quand même dans l'ensemble une bonne
bonne avancée, surtout pour je pense notamment aux poids lourds et aux gros utilitaires. Voilà, pour une personne lambda qui aurait un 2008, une 3008, une Clio qui l'utiliserait normalement, il pourrait se dire, dans cette nouvelle Clio, dans ce nouveau 3008, au moins, je sais que je serai encore plus respectueux de l'environnement. Quoi. Moi, Voilà. je trouve ça bien pour les camions, les utilisateurs aussi, comme tu l'as dit, de véhicules dans la vie de tous les jours. Alors, je trouve que pour les voitures de sport, ça réduit l'utilité qu'on se fait d'une voiture de sport. On n'achète pas une voiture de sport, et le charme aussi, mais bien sûr, mais on n'achète pas une voiture de sport, et il faut le rappeler, pour aller faire ses courses. On n'achète pas une voiture de sport pour s'en servir tous les jours. En tout cas, c'est possible, mais souvent, c'est pas le cas. C'est un autre usage. Et donc, je trouve que c'est finalement rompre avec l'idée historique, même si, effectivement, comme tu l'as rappelé, les enjeux écologiques sont vraiment très importants à prendre en considération. Moi, je vais tout de suite me tourner vers la politique et faire ma rubrique. On en avait parlé en septembre dernier dans plusieurs chroniques. Ça avait fait le sujet majeur de la rentrée en septembre. C'est la loi, le projet de loi du gouvernement concernant l'immigration. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité, il a été débattu au Sénat cette semaine. Donc comme je le disais, on a beaucoup parlé en septembre de ce projet de loi. À quoi sert-il ? Premièrement, à lutter contre l'immigration illégale, à faciliter l'expulsion des sans-papiers et des délinquants étrangers, et c'est le 3e article de ce projet de loi, la régularisation des travailleurs sans-papiers dans les métiers dits en tension. C'est cette 3e proposition qui fait débat, qui a fait débat depuis septembre. On se souvient, et j'en avais parlé, qu'une tribune avait été signée dans Libération, signée par 30 responsables de gauche, du PCF, Parti communiste français, au PS, du Parti socialiste. Ces personnalités politiques voulaient garder dans le projet de loi la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, je l'ai dit. Et donc ensuite, on en avait parlé. Ce sujet a été un peu mis sous le tapis puisqu'on a parlé des élections sénatoriales et puis plus récemment de la guerre entre Israël et le Hamas. Et donc on n'en a plus beaucoup entendu parler. Depuis septembre, le parti de droite, les Républicains, avait fait savoir qu'il refusait de voter le projet de loi si l'article 3 n'était pas modifié. En effet, les Républicains, avec leur président Éric Ciotti, se sont positionnés contre la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Et donc, ils ont fait, et c'est là qu'on parle d'actualité, ce mercredi 8 novembre au Sénat. Donc je rappelle que le Sénat, c'est l'institution, donc c'est l'une des 2 chambres du système français avec l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est plutôt la représentation nationale, élection au suffrage universel des députés, alors que le Sénat, c'est plutôt, historiquement en tout cas, ça représente plutôt les campagnes, les territoires ruraux. Et donc, ce Sénat est à majorité depuis très longtemps à droite, donc une majorité LR. Et donc, c'est véritablement, en effet, sans surprise, que les sénateurs, les Républicains, ont refusé de voter l'article 3 du projet de loi du gouvernement concernant justement la régularisation des travailleurs sans papier. Voilà, donc on va voir, parce qu'après je vous rappelle que lorsqu'on présente un projet de loi, il y a une navette parlementaire qui se met en place, c'est-à-dire des chemins qui s'effectuent entre l'Assemblée nationale et le Sénat. On va voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, quel va être le traitement de ce texte et sa révision potentielle à l'Assemblée nationale. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'était une première dans ce nouveau format que nous avons lancé. On espère que ça sera plus dynamique, que ça sera moins long aussi à écouter. N'hésitez pas à nous dire si vous l'avez préféré, ce format aux vidéos qu'on fait d'habitude. N'hésitez pas à commenter aussi. J'insiste pour dire que les commentaires que vous posez doivent être pertinents. En tout cas, même si c'est des critiques, essayez de le dire de façon positive parce qu'on a eu plusieurs haters, comme on les appelle, et c'est pas vraiment très agréable, même si honnêtement, si vous regardez cette vidéo et que vous voulez mettre un commentaire négatif, franchement, ça nous en fait bouger une sans faire bouger l'autre, comme dirait Chirac. Voilà, passez une bonne soirée, merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.